Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Modern Talk. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Aurélien Duchesne. Bonjour. Alors, vous le connaissez peut-être, Aurélien, puisque c'est une figure récurrente des plateaux de LCI, consultant en géopolitique. Et vous êtes également associé au think tank Eurocreative. Merci d'être avec nous. Merci et d'avoir accepté l'invitation, puisque certains diraient qu'il ne faut pas être à la table du monde moderne. Mais moi, j'aime ça. Et du coup, je respecte cette façon de venir parler à tout le monde. Vous aviez fait une vidéo avec Idriss Aberkan aussi. Donc, je pense qu'il faut faire, aller parler avec tout le monde. Et moi, je voulais vous avoir pour vous laisser la parole un peu et savoir comment vous travaillez, quelles sont vos sources, et aujourd'hui, comment vous voyez le conflit en Ukraine à l'heure actuelle et les pourparlers de paix. Est-ce qu'ils servent simplement à décorer ou est-ce qu'on va peut-être cette année arriver à un accord entre Russes, Ukrainiens, Américains et Européens? Point d'interrogation. Tout d'abord, merci encore pour l'invitation. Et moi, je suis en désaccord avec l'idée qu'il ne faut pas aller chez les infréquentables. Je crois aux vertus du débat. Premièrement, pour une raison, c'est qu'on va peut-être y revenir, mais j'ai été moi-même dans les gens que je qualifierais de pro-russes avant de changer d'opinion. Vous avez cité le think tank Eurocreative où je travaille, qui est un think tank sur l'Europe centrale et orientale. Eh bien, avant de m'intéresser à ce que disaient les Baltes, les Polonais, les Roumains sur la Russie, moi, j'étais dans la vision très française, vision dont le mainstream était de dire que la Russie n'était pas une menace. La quasi-totalité des experts qui nous disaient que la Russie n'allait pas envahir l'Ukraine, j'étais de ceux qui disaient que ça arriverait et on se moquait de nous, ou on nous disait que c'était un narratif de l'OTAN, de la propagande. D'ailleurs, vous avez cité le débat avec Idriss Aberkan, je lui avais reproché d'avoir supprimé des tweets où il se moquait des médias qui disaient que la Russie pourrait envahir l'Ukraine. Moi, j'ai été de ceux qui pensaient, par exemple, par patriotisme, qu'il fallait un partenariat avec la Russie. Et j'espère que ça deviendra un jour, quand la Russie aura bu le poutinisme comme le buvard boit l'encre. De Gaulle avait dit ça du soviétisme à l'époque. Moi, je suis dans l'idée que la Russie pourra un jour tourner cette page. Mais on en reparlera là aussi peut-être. Pour que ça advienne, il faut qu'elle se casse les dents en Ukraine pour tourner la page de l'impérialisme. Et enfin, moi, c'est par la confrontation avec des analystes d'autres pays, par exemple, que je me suis remis en question, que je me suis remis en question sur l'idée que la Crimée est une terre russe, que c'est l'Occident qui a provoqué la Russie. Et je me dis que si moi j'ai pu changer d'avis, d'autres peuvent changer d'avis. Et je ne pense pas qu'il faut qu'on débatte chacun dans nos coins, les mainstream, les complotistes. Je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Je prendrai un dernier exemple dans le fait que je sois ici. Si on remonte un petit peu le fil du pourquoi de ma présence ici, c'était au sujet en parler, bien sûr, des humoristes. Allez-y, je vous en prie. En fait, je vous avais attrapé au vol sur X, qui est un terrain de jeu que j'adore, parce que vous aviez dit que Naïm et Hakim Omiri étaient des humoristes qui faisaient des blagues sur regarde, Poutine, il est très fort, et en gros faisaient le jeu de la Russie en ridiculisant la France. Mais moi, je disais, mais attendez, c'est des humoristes, on va pas non plus dire qui a le droit de faire telle blague. Et puis après, on s'est échangé en privé, et puis j'ai dit, venez en parler, et donc parlons-en. Bon, ça commence toujours par un échange moins courtois sur X, parce que c'est un peu le forum, mais on peut être courtois après. Ce que je trouvais très intéressant déjà, c'est que dans la vidéo YouTube que vous avez faite sur mes propos, donc moi, j'ai critiqué effectivement des propos de Naïm et Hakim Omiri qui font des blagues drôles sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Sur tous les sujets, oui. Mais en disant que là, il racontait des conneries sur la Russie et l'Ukraine, aussi parce que Hakim Omiri, au-delà des blagues, a aussi repartagé littéralement des fake news sur la Russie. Donc là, c'est un humoriste engagé, mais je reproche déjà un deux poids deux mesures. Des humoristes qui, à raison, dénoncent ce qui se passe à Gaza, par exemple, mais qui ont des pudeurs de gazelle, comme dirait l'autre, s'agissant de l'Ukraine. Et enfin, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous avez dit dans cette vidéo, les macronistes veulent censurer les humoristes. Oui, bon, vous n'êtes pas macroniste. Non. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je suis macroniste ? Parce que vous preniez la défense d'Emmanuel Macron, et donc très rapidement et de manière caricaturale. Voilà. Dans le côté, faut pas rabaisser la politique française, etc. Voilà. Non, à mon sens, le patriotisme, c'est de défendre son pays en toutes circonstances et ses dirigeants quand ils le méritent. J'ai pris position sur une seule décision du gouvernement cette année, c'était pour la critiquer. Donc, quand on dit que je suis un macroniste, ça me fait toujours rire. De la même manière qu'on m'a traité de pro-russe quand il y a 2 ans, 3 ans. Oui, je disais que non, la Russie va pas s'effondrer demain. Et que non. Ouais. D'ailleurs, je remarque qu'Idriss Aberkan, dans toutes les attaques sur 2h40 de débat,
n'a pas pu citer une seule fois où je me serais trompé d'analyse, ce qui m'a quand même un peu étonné de sa part. Lui qui a fait de la spéléologie, de l'archéologie, de prise de position, n'a pas pu trouver une seule erreur de prévision que j'aurais faite sur l'Ukraine, là où je pouvais lui reprocher de dire que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine. Et enfin, dans votre vidéo, vous dites que je veux censurer les artistes. Où est-ce que j'ai dit qu'il fallait les censurer? Non, Où est-ce que j'ai dit une seule fois? Ils veulent censurer les... Mais c'est une vidéo justement. Ouais, vous avez dit que je voulais les faire taire. Non, mais parce qu'il y avait le côté de dire attention de ça, on doit pas faire des blagues avec ça. J'ai dit où tu fallait pas faire de blagues. Des blagues avec tout en fait. Enfin, on a eu ce débat avec Gassio sur est-ce qu'on peut rire de tout et comment on peut faire. Et de là à dire que des blagues vont faire le narratif russe, parce que oui, on va se moquer. C'est comme le fait de dire on envoie un consul au Groenland et il faut qu'il trouve son bureau, il y a personne. C'est drôle d'une certaine façon. Il y a un côté quand même burlesque dans le fait de dire c'est peut-être la présence française sur le papier et en termes de géostratégie, de diplomatie, peut-être que ça compte, mais quand on regarde le truc et qu'on se dit ils envoient un mec tout seul qui doit trouver son bureau avec très peu de Français qui habitent là-bas, moi je suis obligé de... Pardon, mais ça me fait rire. On peut rire de tout. Oui. Moi, vous disiez. Et ça ne veut pas dire pour autant que je suis pas patriote. C'est juste, je trouve la situation burlesque. Voilà. Mais vous disiez dans votre vidéo, d'ailleurs, alors en fait, on n'est pas Charlie. Être Charlie, et ça s'adresse, j'imagine à moi, c'est être des gros censeurs de merde. Je reste Charlie jusqu'au bout. Je n'ai jamais dit qu'il fallait censurer qui que ce soit, sinon je ne viendrais pas à débattre, y compris avec Idriss Aberkan. Je remarque aussi qu'au contraire, ceux qui veulent, qui parlent de censure, c'est plutôt à notre rencontre. Je n'arrêterai sur ce débat avec Aberkan, mais allez-y. Non, j'ai jamais demandé à ce qu'il n'y ait pas... Justement, moi je suis plutôt pour la liberté de parole et le débat, comme vous. Moi, très heureux qu'on ait ce débat, mais je remarque par exemple que après le débat, et on en arrêtera là sur son cas, avec Idriss Aberkan, ce sont au contraire plein de gens. Alors lui avait dit qu'il allait me mettre une PLS publique, ce qui n'est pas un langage de débat, que j'étais un lâche et qu'il ne viendrait jamais. Il voulait faire un match de catch, quoi. Oui, mais donc des gens qui disent que comme il m'a mis une PLS, une fessée, je n'aurais plus droit à la parole. D'accord, parce que Aberkan n'a pas été capable de se taire plus de 30 secondes de suite dans un débat de 2h40. Moi, je devrais me taire à jamais, parce que lui nous a empêché de dérouler nos arguments. Ce serait à nous de nous taire. Et je remarque que nous, on n'appelle jamais à nous censurer. Et de l'autre côté, des gens comme Didier Maisto, Régis Le Sommier ou la chaîne Thinkerview nous bloquent sur Twitter pour nous empêcher de répondre à leurs attaques. Je salue Régis Le Sommier, j'aurais été très heureux de débattre avec lui. Il s'est contenté de m'envoyer un va chier connard par message et de me bloquer. Sérieux ? Fin du débat, d'accord. Ça ressemble pas à Régis. C'est ce qu'il a fait. Donc moi je suis pour le débat, mais je remarque que ceux qui nous accusent de vouloir censurer ne donnent pas de preuves qu'on veut censurer qui que ce soit. Non. Mais eux nous bloquent et voilà. Est-ce que Thinkerview est prêt à débattre ? Oui. Alors pourquoi bloque-t-il les gens ? Pourquoi refuse-t-il je pense le que ce débat ? serait intéressant, au contraire. Moi, c'est pour ça que je voulais vous avoir, pour vous laisser parler, nous expliquer comment vous travaillez, comment ça fonctionne. Et je trouve que, d'ailleurs, vous jouez le jeu sur les réseaux sociaux, vous répondez, et puis voilà, vous avez simplement un jeu important dans le débat public. Et sur la parole aujourd'hui, effectivement, de dire... maintenant, il faut limiter l'accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dangers d'addiction et le risque, c'est le contrôle d'identité, pas seulement le contrôle d'âge. Ça, c'est un autre débat, mais on rentre dans un monde où on sent bien que la pression sur la parole publique se fait très, très pesante. Et moi, je trouve que la parole publique, c'est important dans une démocratie, au contraire. À ce propos, d'ailleurs, pour aller sur du fond plutôt que de critiquer les uns ou les autres. Effectivement, quand je dis par exemple qu'il faudrait des enquêtes sur certains responsables politiques ou influenceurs qui ont un discours quand même très coïncident avec celui du Kremlin, moi c'est dans l'idée de défendre ce qui est la base de la souveraineté, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est la souveraineté populaire. N'en déplaise à ceux qui disent que nous sommes des agents de l'OTAN ou de la CIA ou de l'Union européenne, il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que... je suis aussi libre de critiquer la politique étrangère des États-Unis ou de la Commission européenne quand elle s'arroge des prétentions qui ne sont pas à elle. Moi, c'est parce que ce qu'on voit de la part de la Russie, c'est des tentatives pas simplement d'influer le débat public. Après tout, les Américains le font, les Qataris le font, les Turcs le font de manière parfois brutale. J'en ai des exemples dans ma ville d'origine. Mais ce qu'on voit de la part de la Russie, c'est qu'elle joue sur tous les fronts, non pas pour propager un narratif, mais parce qu'une fin en soi, pour elle, est de semer le chaos au sein des démocraties. Ils disent à un certain public, nous sommes le bastion des valeurs traditionnelles de l'Europe.
Ils disent en Afrique, nous sommes les pires ennemis de la France. Ils disent en Chine, la Russie est un pays asiatique contre l'Europe. Ils disent à la gauche ce qu'elle veut entendre, à la droite ce qu'elle veut entendre. Même les punaises de lit, ça a fait rire, mais on a des preuves. C'était pas les Russes, les punaises de lit. Évidemment que c'est pas eux qui les ont mises, mais on a des preuves d'amplification en fait, de amplifié ça. par les médias français aussi, qu'on en fait Oui. d'un seul coup la C'était news stupide. de la semaine, Oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Ouais. Et moi, je suis d'avis que les médias français devraient plus parler de sujets stratégiques que de punaises de lit. Mais donc oui, moi je suis favorable à ce que les démocraties puissent se défendre contre toutes les ingérences, bien sûr. celles des Russes, mais aussi, parce qu'on nous traite de double standard, de poids de mesure, celles des Américains, des Qataris via les frères musulmans, de la Turquie, des Algériens absolument. Mais je n'appelle pas moi à la censure. Par contre, oui, quand il y a des puissances qui sont foncièrement hostiles, qui s'ingèrent de nos intérêts, oui, là je pense qu'il faut sévir, et au minimum faire des enquêtes. Bah ça, on est d'accord. Des enquêtes. Et French Response, le compte de... Je ne suis pas derrière pour répondre à certains qui disent que oui, voilà. je n'ai pas cet honneur. Alors, vous les connaissez? Vous travaillez avec eux? Je ne travaille pas avec eux, je connais des gens qui sont derrière, et je trouve que ce qu'ils font aurait dû être fait 5 ans avant et est très bon. Pourquoi ? Parce que quand on fait face à des attaques informationnelles massives et efficaces sur, par exemple, la présence française en Afrique, on nous attaque sur ce que Raymond Aron aurait appelé les passions tristes, et nous, on répond par du rationnel, sauf que, vous connaissez cette citation de Mark Twain, le temps que la vérité mette ses chaussures, un mensonge a le temps de faire le tour de la Terre. Eh bien, certes, la diplomatie française, c'est pas l'époque de Talleyrand, quand elle se met à faire des mèmes et à clasher sur Twitter, mais il faut s'adapter à son temps. On n'est plus dans une diplomatie de salon comme au Congrès de Vienne. La diplomatie publique, ça compte. Les Russes sont très bons là-dessus. La preuve, ça marche. L'ambassade de Russie en Grande-Bretagne était un contrôle exceptionnel. D'ailleurs, l'inspiration, elle vient de là. Et puis après, tous les Trumpistes, évidemment, les usines à même MAGA qui inondent les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous aviez été épinglé parce que sur une vidéo que vous avez partagée, vous aviez une notif de l'ambassade de Russie. Moi, je lis de tout. D'ailleurs, on parlera peut-être des sources. Mais c'est important. Donc la Russie ne se gêne pas pour déployer des moyens massifs de guerre informationnelle. Je trouve ça bien que la France réponde sur ce terrain. Mais alors, justement, elle répond sur ce terrain, mais on a l'impression que c'est un apprentissage un peu, comme vous dites, 5 ans trop tard et dans la douleur, avec les Américains qui se moquent de ce compte. Donc, ce compte, finalement, puisque le côté, genre, quand on pose des questions, ils disent je connais pas de quoi vous parlez, mais en même temps, ça attaque et ça répond. Je trouve que c'est de mieux en mieux, French Response, parce que ça a compris un peu l'humour. Je m'attendais pas à ce que vous le disiez. Si, je trouvais que les derniers trucs. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que là, ils se sont attaqués à un compte troll, et vaut mieux peut-être s'attaquer à des vrais comptes. Enfin, la stratégie, je trouve qu'elle est pas encore claire, quoi, sur le. Je pense comme vous dites, faire du fond plutôt que de jouer aussi à l'écume des jours. Oui, à la limite, quand le compte du président Macron lui-même commence à répondre à des comptes trolls sur la question des investissements publics en matière d'IA, par exemple, c'est peut-être pas au président de faire ça. À la rigueur, c'est pas parce que certains d'entre nous, par exemple, surfent sur la vague du for sure et des lunettes de soleil de Macron. C'est pas de moi un macroniste. Cela dit, quand on a un président qui joue le jeu de tenir tête à des puissances hostiles à l'Europe, je mets dedans les États-Unis, et je suis très heureux de voir qu'il a fallu attendre que les Américains commencent à revendiquer des territoires européens pour que nos amis commencent à se rendre compte qu'il ne fallait pas faire tout mettre dans le même panier s'agissant de la sécurité. Je pense qu'il faut soutenir le président là-dessus et le critiquer, comme j'ai pu le faire avant, ce qui m'a quand même coûté un poste dans un think tank avant, quand il s'agit de dénoncer la politique étrangère américaine. Donc quand vous avez critiqué le président, vous avez eu un poste qui s'est Alors c'était dans un think tank privé, mais il se trouve que j'avais écrit une tribune dans Le Monde, que j'ai transformée en tribune collective par la suite, parce que ça devait être une initiative collective. J'ai été viré d'un think tank que je ne nommerai pas, où je travaillais comme alternant. Et quand vous êtes alternant en période d'essai, le droit du travail, c'est aussi protecteur que dans un roman de Charles Dickens. Et anecdote là-dessus, alors bon, de 1, j'ai été donc viré pour une tribune soi-disant trop pro-ukrainienne. Wow. Donc ceux qui nous disent que ce sont les mainstream qui veulent censurer la dissidence font pire chez eux. Deuxièmement, cette tribune défendait entre autres l'idée qu'il fallait livrer des chars de combat modernes ou des avions de combat modernes à l'Ukraine. Des militaires français nous répondent que jamais on va le faire, c'est impossible. Et beaucoup de gens, je crois d'ailleurs, vous compris, nous expliquaient qu'on serait en 3e guerre mondiale. J'attends toujours qu'on soit un tas de cendres radioactives. Et je me souviens, pour finir là-dessus, qu'à Caroline Galacteros, c'était très intéressant
de la manière de fonctionner qui, là, pour le coup, relève du complotisme. Je déteste le terme complotiste, on l'emploie à toutes les sauces, mais là, il se mérite. Elle présente cette tribune que j'ai écrite dans ma chambre d'étudiant à Lyon, en train de bouffer des pâtes ou que sais-je, comme une opération de guerre psychologique américaine. Et elle fait 1000 retweets là-dessus. Elle n'a aucune preuve, que du bidon. Elle dit que c'est une opération de guerre psychologique américaine. Il faudrait se calmer. C'est un étudiant fauché qui a écrit ça. Oui, mais alors, justement, qu'est-ce qui fait que ça a autant d'écho la tribune d'un étudiant fauché, à ce moment-là, ça vous fait perdre un job, ça fait réagir. Ouais, mais les Ukrainiens ont eu de l'argent, donc j'ai pas eu d'indemnité, mais au moins on aura touché ce qu'il faut. C'est à partir de là j'ai commencé à passer sur LCI, donc pour un macroniste soi-disant, j'ai commencé à passer sur LCI pour attaquer la politique du président français de l'époque, qui était de dire il ne faut pas humilier la Russie au moment où on découvre des charniers de massacres de civils ukrainiens par les Russes. Le président français qui veut jouer, comme ses 3 prédécesseurs en date, la carte de l'apaisement avec la Russie qui est totalement ratée. Moi, j'étais d'avis de dire, dès avant l'invasion de l'Ukraine, dont, encore une fois, on était peu nombreux à dire en France qu'il adviendrait, que la France, si on voulait réussir à détacher l'Europe de sa dépendance à l'Amérique et à bâtir une vraie autonomie stratégique, il fallait que la France prenne le leadership du soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, elle le fait dans les mots, pas dans les actes. Oui, justement, on va en parler. Oui, parce qu'il y a eu le coup de gueule de Zelensky à Davos, qui a été très mal pris par beaucoup de gens, en disant mais quelle ingratitude, etc. Mais en même temps, est-ce qu'il n'a pas raison de dire nous, on est là, on attend toujours les missiles longue portée, les armes. Enfin, vous faites beaucoup de promesses, les Européens, mais il y a très peu de choses en fait qui se concrétisent. Oui, et surtout, à leur côté français, il y a un hiatus énorme entre, on y est habitué, certes, on substitue le verbe à l'action. Il y a un hiatus entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait effectivement. La France s'est engagée pour l'instant sur 120 millions d'euros d'aide bilatérale à l'Ukraine pour l'année 2026. Les Japonais promettent 6 milliards de dollars, 50 fois plus. En bilatéral ? Oui, en bilatéral, donc hors aide dans l'Union européenne. Les Allemands promettent en bilatéral toujours 12 milliards, 100 fois plus que la France. D'ailleurs, au passage, on est d'accord pour dire qu'il est totalement inique de dire qu'on se saigne pour l'Ukraine et que c'est pas à cause de l'Ukraine qu'il y a moins d'infirmières ou de policiers. On est d'accord avec ça. Vu l'état de la dette, je pense que le problème c'est où vont les milliards et à quoi ils servent. Parce que d'ailleurs, vous avez dit... si on est à hauteur de 120 millions pour l'Ukraine, on peut pas dire que c'est ça qui nous saigne pour l'Ukraine, effectivement. Alors que il est quand même un peu plus rentable, entre guillemets, si on fonctionne uniquement par rationnel froid d'aider maintenant l'Ukraine, plutôt que d'attendre qu'elle s'effondre et de devoir tripler les budgets de défense. Mais d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la vidéo qui fait qu'on est là aujourd'hui tous les deux, vous aviez dit que, à l'instar de mon soi-disant clone Louis Duclos, c'est un ami mais on ne pense pas pareil surtout, et encore une fois on n'est pas employé par la CIA, Quai d'Orsay, le Mossad ou que sais-je, vous aviez dit que j'étais de ceux qui disaient que vous n'avez pas le droit de dire qu'il y avait des milliards qui se perdaient en Ukraine, qu'il y avait du trafic humain, ou encore qu'il y avait des néo-nazis en Ukraine. Mais que ça, c'est un axe qui est quand même minimisé sur la corruption ukrainienne. Donc c'est pas moi spécifiquement. Alors pourquoi faire une vidéo pour m'attaquer ? Non, c'était pas. J'attaquais la censure, et l'état des médias mainstream. D'accord. Actuellement, mais on est d'accord qu'on parle très peu des milliards évaporés. Le Naboo fait son boulot en Ukraine et beaucoup de têtes sont tombées. Il le fait. Mais il le fait, mais lentement. Et on peut se demander où vont quand même certains milliards. Et puis derrière aussi. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que des milliards militaires aient été détournés. Il y a toujours des problèmes de dysfonctionnement interne au sein de l'État ukrainien et de corruption. Quand Zelensky a voulu, à tort, décapiter des organes de lutte anticorruption, on a d'ailleurs pu voir que dans cette soi-disant dictature nazie qu'est l'Ukraine d'après les Russes, les gens sont allés dans la rue en temps de guerre et Zelensky a reculé. Mais où ai-je dit, par exemple, qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait des néo-nazis en Ukraine ? On peut le dire qu'il y a des néo-nazis en Ukraine. Oui, il y en a une micro-minorité, trop. Ils sont nombreux dans certains bataillons quand même, ils sont assez mis en avant. Déjà dans le cadre du bataillon Azov, c'est pas le Troisième Reich ou alors c'est le Reich de l'amour comme aurait dit Jean Dujardin, parce qu'il y a aussi des ressortissants français ultramarins qui sont dedans, il y a des juifs dans Azov, il y a des personnes d'origine africaine ou maghrébine dans Azov, donc pour un bataillon nazi, il y a des éléments infréquentables et dégueulasses. Normal. C'est que dalle. Alors qu'en revanche, rappelons-nous d'où vient le mot Wagner. Wagner, c'était la milice russe de feu, je ne sais plus comment il s'appelait. Prigogine. Mais d'où vient le nom Wagner ? Du compositeur. Ah non. Non. Dmitri Utkin, qui est le fondateur de cette milice et qui s'est affiché lui-même en photo, à moins que ce soit lui aussi un agent de la CIA, il a des tatouages comment ? Des tatouages nazis aussi. Ils se sont revendiqués non seulement de cet héritage-là, mais quand ils renomment
leurs éléments en Afrique, Afrika Korps. Ah oui, après Wagner, oui. Voilà, Oui, donc c'est c'était les Allemands. l'armée du Reich. Voilà, donc quand on nous dit ce sont des nazis en Ukraine, oui, il y a des problèmes mémoriels autour de Stepan Bandera. Oui, ça, L'Ukraine, c'est un fait. ouais, Oui. voilà, l'Ukraine avance de plus en plus sur ça de la même manière que nous. On a quand même mis du temps à reconnaître qu'on avait déporté des juifs nous-mêmes. Les Baltes ont mis du temps aussi, etc. Mais maintenant, les Ukrainiens avancent. Pour un peuple de nazis, ils ont quand même un président juif. Et pour un peuple de soi-disant collabo-nazis, ils font un travail mémoriel un peu plus loin que ce que les Russes, qui disent, pour les 2 tiers d'entre eux, que Staline était un grand homme, font de leur histoire. Et surtout, Ils sont revenus dessus quand même un peu. sur Staline. Ouais. Mais au contraire, Là, ils sont en train de glorifier Staline. dans le métro de Moscou en 2023, vous avez même une nouvelle station de métro à l'effigie de Staline. Staline, on n'a jamais construit autant de statues à sa gloire que ces dernières années en Russie. Chacun pourra le vérifier, Ok. même dans les territoires conquis en Ukraine. Et d'ailleurs, si on parle de référence idéologique, vous connaissez évidemment qui est le principal inspirateur du poutinisme d'après Poutine lui-même. Je sais pas, il y a Douguin qui fait partie des penseurs. Alors Douguin, en réalité, ouais, on considère que c'est qu'il influe sur le débat, mais qu'il n'a pas l'oreille de Poutine. Mais le philosophe, le penseur que cite le plus Poutine dans ses discours, Allez-y. Ivan Ilin. Ok. Ivan Ilin, dont Poutine a rapatrié les cendres dès 2005. Comme ça, on en vient au sujet des sources d'ailleurs de où s'informer sur la Russie. Ouais. Poutine rapatrie dès 2005 les cendres, les restes de Ivan Ilin qui était en Suisse, en Russie. Donc, à l'époque où soi-disant Poutine est un démocrate qu'on aurait frustré et qu'on aurait radicalisé, il cite cet Ivan Ilin dans ses discours des années 2000. Qui était Ivan Ilin ? Il fait partie de cette émigration des Russes blancs, mais pas n'importe lesquels. Il a applaudi la prise de pouvoir d'Adolf Hitler avant de s'en éloigner. Jusqu'à son dernier souffle, il a défendu que Franco, Mussolini, Salazar étaient des sauveurs d'une Europe dégénérée. Donc le régime russe, dans les manuels scolaires, dans le discours du président depuis 20 ans, se revendique ouvertement d'un penseur fasciste. Bizarrement, ceux qui dénoncent la micro-minorité de nazis en Ukraine, qui n'ont jamais eu un siège au Parlement, Dieu merci, ne nous parlent jamais du fait qu'il y ait la plus grande milice privée en Russie qui tire son nom des nazis, et que Poutine lui-même se réfère à des penseurs fascistes. Je pourrais en citer d'autres. Citer Douguin, lui-même se revendique nazi. Non, pas nazi, mais fasciste. Non, Mais il a excusé des crimes du nazisme. Et si je devais citer 2 derniers cas, on se souvient du discours de Poutine du 30 septembre 2022 sur la place Rouge, quand il annexe officiellement les territoires ukrainiens dont il nous disait quelques mois avant qu'il n'avait aucune prétention territoriale et que tout ça c'était propagande occidentale, soi-disant. Il fait venir qui sur scène ? Juste avant lui, Ivan Orlobestin, un des principaux acteurs populaires russes, qui dit qu'il est rouchiste, c'est-à-dire fasciste russe. C'est quelqu'un qui, chacun pourra le vérifier aussi, libre à tout le monde de critiquer mes sources, chacun pourra retrouver le fait que cet Ivan Orlobestin appelait à exterminer les gays dans des fours crématoires. Poutine l'a mis sur scène avant son discours. Et le chanteur qui chante l'hymne russe juste après le discours de Poutine, Shaman, Shaman qui est très connu. voilà, superstar en Russie, poussé par le pouvoir, qui sort le 20 avril, jour de naissance d'Hitler. Jusqu'ici tout va bien, me direz-vous, coïncidence. Une chanson Moi Boy, mon combat, comme Mein Kampf, Sérieux ? qui a un brassard qui ressemble étrangement à celui du moustachu dans les années 30 en Allemagne. Là aussi, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est l'Ukraine ou les Baltes, le berceau du fascisme, quand la Russie réhabilite des fascistes et des nazis et construit Des nazis, jusque-là, ouais. Oui, mais clairement. D'ailleurs, on pourra faire toute une conversation là-dessus, mais Lev Gumilev, qui est cité par Poutine comme un grand scientifique. Lev Gumilev, c'était un historien et biologiste, un peu touche-à-tout, polymathe, pourrait-on dire, soviétique, qui avait cette théorie de la passionnarnost, la passionnarité. L'idée que les races humaines, le terme de race, sont influées sous influence de leur environnement cosmobiologique, que, je cite Lev Gumilev, les Français, les Britanniques ne sont que des traîtres et des menteurs par essence, par biologie. Les Juifs, je ne vais pas m'aventurer sur ce qu'il dit, mais c'est quand même assez étrange. Ça remonte à quelle époque ? Il est mort dans les années 90, mais Poutine le cite comme un grand penseur. Lev Gumilev disait dans les faits qu'il y avait une race supérieure eurasiatique, dont les Russes font partie.
là encore, ça fait quand même beaucoup de penseurs fascistes et nazis, ou qui tendent vers le nazisme, Une pièce de doctrine, ouais. que Poutine cite. Mais, ouais. Pourquoi on les condamne jamais, ceux-là? Mais Parce pourquoi qu'on est-ce ne les que connaît Aberkan, pas, parce qu'on Maury... ne les connaît pas, voilà, tout simplement. Ah d'accord, je crois qu'on était tous des amateurs et Je que crois les qu'ils mecs sont comme moi pas sont assez- des... Non, mais parce qu'on vous laisse pas parler justement sur le fond. Ah bah j'aurais aimé Euh, qu'Aberkan me laisse parler, ça va, d'accord. Les mais- téléspectateurs aussi, mais... Mais moi, c'est pour ça que je vous invite, c'est Bah, pour merci. vous laisser parler des sources, justement. Là, on parle de l'histoire, de cette confrontation. Aujourd'hui, en Ukraine, on voit bien que ça fait 4 ans et la Russie n'avance pas plus que ça. Est-ce qu'à un moment, on va quand même arriver à un processus de paix concret, peut-être cette année? Est-ce que vous avez là des sources qui indiquent que ça bouge? Alors, je reconnaîtrai d'ailleurs une erreur que j'avais faite au micro de mon autre ami propagandiste va-t-en-guerre ou que sais-je, Xavier Titelman, quand j'avais dit l'an dernier qu'il y avait 3/4 de chances qu'on ait au moins un cessez-le-feu de l'année 2025. Je me suis trompé, là encore, contrairement à certains, je supprime pas mes Non, erreurs mais parce après, que ça fait c'est partie du compliqué. débat. Ouais. On n'est pas. Mais Voilà, non, voilà. c'est une conjecture. Ouais. Bah, les prédictions sont difficiles, surtout tant qu'on concerne l'avenir. Moi, je vois juste une chose déjà, c'est que l'Ukraine a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait un cessez-le-feu inconditionnel. On arrête le massacre. Et moi aussi, j'aimerais qu'on arrête le massacre. On vient nous dire ah, pourquoi tu vas pas en Ukraine, connard? Non, je veux qu'on arrête ce massacre. C'est la Russie qui refuse le cessez-le-feu inconditionnel. Poutine lui-même a dit qu'il n'en voulait pas. Les Ukrainiens le veulent. Les soi-disant va-t-en-guerre, on nous dit que Macron veut sa guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il veut un cessez-le-feu s'il veut une guerre? Après, c'est le principe aujourd'hui de dire on envoie des troupes de l'OTAN pour sécuriser l'Ukraine. Une fois qu'il y aurait la paix. Il y a la question des territoires qui fait qu'il n'y a pas ce cessez-le-feu, de toute façon. On pourrait avoir un cessez-le-feu et parler des territoires après. C'est ce que veulent les Ukrainiens. Ouais. Les Russes ne veulent pas. Ils veulent un accord de paix. Et tant qu'ils ne l'ont pas, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils disent nous voulons la paix, systématiquement, quand il y a sur le terrain de golf de M. Witkoff en Floride, par exemple, des rencontres entre Russes américains, Ukrainiens et Américains, ou des rencontres tripartites sous les auspices, par exemple, des pétromonarchies du Golfe, pourquoi est-ce que la Russie, qui veut la paix, intensifie ses attaques contre des civils ou les infrastructures d'énergie là, pour les faire mourir de froid? Tout est coupé. Ouais. Les Russes qui disent à la télé qu'ils sont contents de voir des Ukrainiens mourir de froid, et après on nous dit que la Russie ne vise pas de civils. Bon, là aussi, quand on dit que ce sont les gens comme moi, merci de nous prêter une puissance que nous n'avons pas, mais qu'on veut faire durer cette guerre, de un, c'est pas l'Ukraine qui l'a déclenchée, c'est qui a déclenché la guerre actuelle? C'est la Russie qui a envoyé des chars. Ouais. Bah, qui a envahi ce pays de manière totalement illégale, alors qu'il avait dit d'ailleurs avec qu'il la ne le ferait question pas. du Donbass, mais parce qu'il y a une question clé quand même qui est non mais il faut en parler. Cette guerre civile qui disait pas son nom, de bombardement des populations du Donbass, c'était pas la réponse n'était pas d'envoyer des chars évidemment, c'était une réponse internationale qui n'est pas arrivée. Mais on peut pas non plus oublier cette partie-là de l'histoire. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quelle était l'organisation européenne qui devait faire une mission d'observation dans le Donbass? C'était Allez-y. Bah, l'OSCE. Et l'OSCE, on cherche toujours depuis 2014, non, depuis 2015 surtout, des preuves des génocides ukrainiens contre leurs propres citoyens dans le Donbass. L'OSCE n'a jamais trouvé de preuves. Il y a eu des bombardements. Il y a bien eu des bombardements. Ah oui, il y a eu des bombardements en réponse aux attaques russes. Donc déjà, vous dites le Donbass, c'était déjà les Russes qui étaient à la manœuvre pour créer un problème en Ukraine. Alors déjà, on peut se rappeler, dans le référendum sur l'indépendance de l'Ukraine, 1er décembre 1991, qu'ont voté les citoyens du Donbass? D'être attachés à l'Ukraine. Ouais, à 85%. Même la Crimée avait voté pour faire partie d'une Ukraine indépendante d'un ensemble dominé par Moscou. Tout montre qu'il y avait évidemment des pro-russes, et il y en a toujours dans le Donbass, qu'il y a eu des vexations sur la question des langues, etc., mais il n'y avait absolument pas de courant massif de centaines de milliers de gens qui disaient « Nous voulons quitter l'Ukraine, être rattachés à la Russie ». Mais je vous propose que... Je pense qu'on a tous les deux envie de parler de fond et de remonter aux causes. Que s'est-il passé, par exemple, en mars 1992, en Moldavie? Ça, c'est votre la Transnistrie, guerre civile soi-disant, qu'à l'époque, et on s'est trompé les Occidentaux, on a dit c'est un autre conflit interethnique comme il y en a dans les Balkans, au Rwanda ou autre. Il
il y a une guerre civile dont on s'est rendu compte plus tard parce que les Russes eux-mêmes l'ont revendiqué, qui a été déclenchée par la Russie pour détacher la Transnistrie russophone, à peuplement russe ethnique, de la Moldavie. Les troupes russes sont toujours là 30 ans après, avec déjà des argumentaires humanitaires. On va empêcher un génocide. Si je ne vais pas faire toute la chronologie, mais donc 92, l'URSS s'est effondrée il y a à peine 100 jours, on est en mars 92, la Russie a déjà le même agenda que ce qu'elle va déployer dans le Donbass, orchestré... Et c'est pas Poutine à l'époque. Non, d'ailleurs, c'est pas Poutine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que l'année suivante, 93, et puis au passage, 91-92, il y a aussi déjà le soutien de la Russie armée aux sécessionnistes ossètes, par exemple, ou Abkhazes en Géorgie. Donc là, il n'est pas du tout question, on est d'accord tous les deux, de l'extension de l'OTAN pourrait provoquer la Russie. Certains parlent même aux États-Unis de dissoudre l'OTAN. 93, deux choses. Et je vais encore une fois pas faire toutes les dates, mais bizarrement, on les cite jamais. Quand on nous dit vous, les salles va-t-en guerre de LCI, vous oubliez le Donbass 2014, mais moi je vais recommencer encore plus loin. Ouais. 93, Alexander Routskoy, qui est le vice-président de la Fédération de Russie, donc pas un dingue marginal, revendique, et ça c'est public, des territoires en Ukraine, comme le Donbass et la Crimée, des territoires comme Narva en Estonie. D'ailleurs, la même année, vous avez des tentatives russes de détacher la ville estonienne de Narva par un référendum illégal. Justement, les Balkans, c'est intéressant. Enfin, les Pays-Baltes. Ah, vous faites l'erreur de la même erreur. Ouais. Les Pays-Baltes, parce qu'il y a il y a eu une population volontairement russe placée là à l'époque soviétique, de remplacement de population, totalement, qui ont été un peu lâchés, etc., et qui revient en disant il y a toujours des intérêts russes, mais qui ont été créés en fait par l'Union soviétique. Et puis d'ailleurs, alors maintenant, moi, je suis allé quand même plusieurs fois en Estonie notamment, et quand vous discutez avec les Russes, les russophones, j'ai bien les Russes ethniques, ils sont comme Zelensky lui-même, russophone de naissance, qui n'est pas spécialement pro-russe. Même si on l'accusait d'être pro-russe à l'époque où il voulait mieux négocier, et il s'est rendu compte que le Kremlin n'en avait rien à péter de négocier quoi que ce soit. Dans le cas des Baltes, donc, il voit que dès la fin de l'URSS, dès 92-93, la Russie en est déjà à commencer à vouloir revendiquer des territoires de leur pays. En France, on les écoute pas parce qu'on se dit que c'est du délire de post-soviétiques qui veulent nous empêcher de nous rapprocher, faire des affaires avec la Russie. Vous conviendrez qu'il est normal que les pays de la région aient voulu se rapprocher de l'OTAN. Et que est-ce que c'est l'OTAN qui a provoqué la Russie là ? Quand la Russie commence déjà à revendiquer des territoires. Non, je pense que c'est simplement un rapport différent, avec la Russie, historique, et le fait de savoir ce qui s'y passe, parce qu'il y a eu une colonisation. Là, on parle de... Pour moi, ces guerres-là sont des guerres de décolonisation, d'une certaine façon, qui mettent du temps, mais c'est là où on en est. Et on est d'accord d'ailleurs que de la même manière qu'il a fallu que... Alors nous, on gagnait militairement en Algérie, là où la Russie ne gagne pas en Ukraine, mais on perdait politiquement. Et il a fallu qu'on comprenne qu'on ne pouvait plus tenir. Ouais, justement, là aujourd'hui, on en est au 20e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Est-ce que ça marche ? Les sanctions marchent comme un poison long. D'ailleurs, c'est là où on voit toute la bêtise du temps court politique et médiatique par rapport au temps stratégique. Quand on a, on va dire, je vais pas dire un Mozart de la finance, un Berlioz de la finance, qui nous dit qu'on va mettre l'économie russe à genoux. Alors certes, il y avait un consensus économiste, soi-disant, de dire que la Russie serait en énorme récession. Et puis les amateurs comme moi qui disaient non, la Russie est plus solide que ça, on se faisait traiter de pro-russe, il faut dire quand même. Mais c'est bien, c'est ce que je dénonce en fait dans ce discours, où dès qu'on a une vision critique, tout de suite vous avez un paquet de monde qui dit tais-toi. Oui, mais il faut être critique des deux bords, on en reviendra mais bien après. Sûr. Mais sur les sanctions marchent comme un poison lent. La preuve, les Russes eux-mêmes disent que la croissance commence à caler, qu'ils ont du mal à financer. Ils se retrouvent dans une situation où d'un côté, ils doivent fixer des taux d'intérêt extrêmement élevés par leur banque centrale, parce que sinon l'inflation devient monstrueuse. C'est bien le but recherché. Et donc les sanctions, quand vous avez même des plaquettes de beurre et des antivols dans des magasins à Saint-Pétersbourg ou Moscou, c'est parce que il commence à y avoir des vraies pénuries sur le civil, pas sur le militaire, parce que les Russes savent concentrer leurs efforts pour le malheur des Ukrainiens sur le militaire, et ils sont quand même, comme le soulevait Georges Sokolov dans son livre La puissance pauvre, qui est un excellent livre pour comprendre la psyché russe, les Russes savent encaisser des sacrifices
mais le pouvoir Ils s'en russe vantent lui-même... d'ailleurs, hein, c'est Ouais. la grande guerre patriotique, Ouais. enfin, le côté sacrifice est Ah, important dans la psyché ouais. russe. Même si de l'autre côté, bon, bah, par exemple, ils soutiennent majoritairement la guerre en Ukraine du moment qu'on ne les mobilise pas et qu'ils ne sont pas envoyés au front. Les Justement, Ukrainiens, eux, n'ont qui pas le on choix. envoie au front? Vous avez enfin, parce que là, on parle, Ouais. vous avez des sources pour le nombre de morts Mm. d'un côté comme de Ouais. l'autre, parce qu'on a tous les chiffres sur la table. Est-ce que vous avez des sources crédibles pour dire combien de Mm. gens ont été tués d'un côté Ouais. et d'un autre? Alors, là encore, n'en déplaise d'ailleurs à ceux qui diront qu'on fait de la propagande sur l'Ukraine. Oui, je soutiens l'Ukraine. Je donne tous les mois pour l'Ukraine, je m'engage pour l'Ukraine. Ça m'empêche pas de contredire quand c'est de la propagande. Eh bien, quand le président Zelensky dit aux 20h de France 2 d'ailleurs qu'il n'y a que 55 000 tués dans l'armée ukrainienne, non, c'est faux. Il y en a 2 fois plus, voire 150 000, ça dépend, 100, 150 000. Côté russe, c'est x3 si ce n'est x4. Sachant que on estime vraiment en recoupant au maximum, par exemple, tout ce qui relève des statistiques d'hôpitaux, etc., Mm. on estime qu'il y a à peu près 500 000 victimes militaires totales côté ukrainien, de la définition la plus large, 350 000 à 500 000, dont un tiers de tués et 2 tiers, voire un peu plus de blessés. Côté russe, largement pire, on a très certainement dépassé le million de blessés et de morts. 350 000 à 600 000 morts, sans doute autour de 400 000 tués confirmés. D'ailleurs, il y a Est-ce qu'on a des... les chiffres, par exemple, en Afghanistan, combien les Russes avaient perdu d'hommes sur une guerre comme l'Afghanistan où ils ont perdu, hein, Ouais, je crois... Alors, il y avait le chiffre de 20 000 qui était cité, et qui était cité d'ailleurs au début de la guerre pour dire, vous allez voir, les Russes ne sont pas une menace parce que la population ne va pas tolérer des pertes. Ils en ont rien à faire. D'ailleurs, pour anecdote, j'essaye de parler le plus possible à des Russes Oui, justement, j'allais vous pour demander comprendre avoir ce qui des se passe. sources. Ouais. À Johannesburg, donc pour ce qu'on appelle le Y20, qui est le G20 des jeunes, format officiel, j'avais parlé des Russes de cette guerre, ils savent. Là, on parle de Russes de 0,1% les plus connectés, on a parlé en français et en anglais, ouverts à la mondialisation, qui profitent du fait de consommer Starbucks ou McDo quand ils ne sont pas en Russie. Ils savent qu'ils ont des centaines de milliers de morts. Et ils disaient, mais nous on est forts, vous les Occidentaux vous êtes des dégénérés, nous on se saigne et on fait l'histoire. Eux, ils parlaient comme ça. Ouais, et c'est ce qui me fait encore dire que Mais juste, quand je parle à des gens qui sont soi-disant l'élite progressiste de la Russie, il y en a un qui à mon avis n'était pas susceptible de soutenir les lois homophobes russes par exemple, ils ont le même discours. 80%, oui, mais les pour eux, trois c'est quarts un des discours Russes. patriotique. Ils vont Ouais. dire, on va pas aller Ouais. à l'encontre des Ouais. intérêts de notre pays. Mais donc ils soutiennent cette guerre Ouais, mais parce qu'ils y vont pas. aussi. Aujourd'hui, c'est quoi le profil d'un soldat russe sur le terrain? Parce qu'on a parlé d'Africains qui ont été Oui, ça, c'est envoyés, vrai. on a eu les Nord-Coréens. Mm. Qui est enfin, c'est quoi le profil type du soldat russe là qui est envoyé au front? Aujourd'hui, l'immense majorité, si on le sait notamment par les cartes aussi en fonction des régions, des sujets de la Fédération de Russie, l'immense majorité de c'est plutôt classe moyenne, voire classe populaire, mais ils profitent de salaires, de pensions bien meilleurs dans le secteur militaire que dans le secteur privé. On estime que près de 2% du produit intérieur brut de la Russie va uniquement aux primes de recrutement, de fidélisation ou aux pensions de veuves et de veufs pour l'armée russe, comme si la France mettait tout son budget de la défense pour recruter plus d'hommes. Ça fait deux choses. La première, c'est que vous avez des régions notamment où ce sont des minorités ethniques qui sont majoritaires, comme la République de Touva, qui envoient de manière disproportionnée le plus de soldats dans l'armée russe. Il y a d'ailleurs des manifestations de racisme de la part des Russes ethniques envers des minorités ethniques à l'est de l'Oural. Bon, n'empêche, dans ces régions, le soutien à la guerre s'explique aussi du fait qu'il y a un énorme effet redistributif, une manne, une économie de mort, littéralement, qui arrive quand vous avez des centaines de milliers de soldats. Alors, ils sont tués ou blessés, mais ça fait de l'argent pour les familles. Et le deuxième aspect, c'est aussi que ce qui me fait penser que si demain, on arrête la guerre, là, la Russie va continuer sur son économie de guerre, c'est qu'elle ne peut plus s'arrêter là maintenant. Elle est comme une Bugatti Veyron qui est lancée à fond, qui ne peut pas freiner d'un coup. Et quand on nous dit encore mais non, mais la Russie va s'arrêter en Ukraine, qu'elle ne se devait soi-disant jamais envahir, les structures même de son économie la rendent dépendante à cette économie de guerre et de mort. Parce que justement, elle est en mode économie de guerre, la Russie. Ouais. Et nous, on passe notre temps à dire qu'il faut que la France passe en économie de Oui. guerre.
Bah là encore, quand le C'est président pas bien Macron... l'économie de guerre, puisque Moi, je suis contre. ouais, De la même manière que j'aurais bien voulu que cette guerre n'arrive jamais et que je me non, désole tous quand pareil, voilà. ouais. Euh, le président Macron fanfaronne sur une économie de guerre alors que le niveau de dépenses militaires de la France est inférieur à celui du début des années 2000 par rapport au PIB. Les Ukrainiens, eux, ils font une vraie économie de guerre où ils sont à un tiers, voire 40% de leur PIB alloué aux dépenses militaires, en incluant notre aide évidemment. Ah, bien forcé, hein, Ouais. évidemment. Mais la Russie, elle, non seulement elle est en économie de guerre, mais de l'autre côté, cette économie de guerre, et là je cite les dirigeants russes eux-mêmes, commence à devenir intenable parce qu'elle met l'économie en surchauffe et en pénurie dans des secteurs civils. Et on sait que les Russes peuvent pas tenir 2 ans à ce rythme. 1 an et demi au plus. Donc les sanctions sont là pour justement pousser, faire le petit domino et arriver à dire bon là ça peut plus tenir parce que votre système est en surchauffe, c'est ça. Oui, Mais allez-y. pourquoi, par exemple, on a entendu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sortir des énormités comme le coût des microchips de machines à laver pour l'armée russe? Bah, en plus, tout ça, ça qu'il y a de tragique, est vrai, mais n'empêche pas le gigantisme de l'effort de les Russes. C'est-à-dire qu'il y a eu des vols filmés de machines à laver par des soldats russes. Alors, soit c'est parce qu'ils pillaient le pays, de la même manière qu'ils l'ont fait à l'époque contre notre ennemi commun qui était l'Allemagne nazie. Les soldats soviétiques, dont des Ukrainiens, des Russes, etc., avaient pillé un confort de vie supérieur. Oui, il y a eu des pénuries critiques de matériaux que la Russie a réussi en partie à pallier, mais ça a existé. Grâce aux Chinois, c'est ça? Oui, en grande partie grâce aux Chinois, y compris alors d'ailleurs quand on voit des pays comme l'Allemagne qui ont fait exploser leurs exportations vers des pays qui étaient résiduels dans leurs exportations et qui exportent vers la Russie, et l'Europe continue encore à entretenir la machine de guerre russe, malheureusement. Même avec l'achat de gaz et d'hydrocarbures, évidemment, et d'engrais azotés, de matières aussi dans le nucléaire, on a beaucoup d'accords qui ne sont pas dénoncés avec la Russie actuellement. Et de la même manière que, là c'est tout autre sujet, mais moi je serais par exemple favorable à ce qu'on recommence à exploiter nos ressources à nous. Je pense par exemple à la proposition du sénateur Georges Patient d'exploiter nos réserves de pétrole offshore au large de la Guyane. C'est dégueulasse pour la planète, mais c'est ça ou acheter aux Américains, aux Algériens, au régime pourri azerbaïdjanais qui martyrise l'Arménie, ou retomber dans la dépendance à la Russie. Pardon pour cette parenthèse, mais donc pour finir mais sur c'est la important question, parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et donc, d'ailleurs, sur la question de la rationalité, quand on nous expliquait, notamment les Allemands, cette formule Wandel durch Handel, le changement par le commerce, mais non, mais jamais la Russie va envahir l'Ukraine, ça c'est de la CIA qui fantasme ça, parce qu'ils ont intérêt à nous vendre du gaz. Mais c'est Merkel. Enfin, d'abord, il y avait Schröder qui était très pro-russe. D'ailleurs, il a fini à travailler pour Gazprom. Merkel a continué dans cette veine-là. Il y a eu Nord Stream 2 qui a ouvert peu de temps, qui a quasiment pas ouvert. Et puis, les Américains avaient été très clairs. Si vous faites ça, de toute façon, vous le ferez pas. Et là, c'est là où, par exemple, si on veut avoir un discours le plus lucide possible, le fait que les Américains aient eu raison sur la menace russe et sur le fait que le Nord Stream était une folie n'empêche pas qu'ils le fassent aussi par intérêt pour nous placer dans une dépendance gazière. Et c'est ce qui est en train de se passer d'une certaine façon. Oui, malheureusement. Et d'ailleurs, quand, par exemple, le supposé ultra-européiste macroniste que je serais se désole de voir von der Leyen, certes mandatée par des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, s'être couché si rapidement devant les exigences de Trump de leur acheter leur gaz. Sur la négociation sur les tarifs douaniers aussi. Et moi, je me désole toujours de voir que les mêmes qui critiquent souvent à raison des choix désastreux pour notre souveraineté et nos intérêts, bizarrement, sont moins lucides quand il s'agit de la Russie. Ils dénoncent à raison l'impérialisme américain ou notre faiblesse à son égard. Et pourquoi tant de faiblesse sur les menaces de la part de la Russie et le besoin de ne pas être dépendant de la Russie? Mais là, on est dépendant des États-Unis, pour beaucoup, y compris dans l'OTAN. On a vu Trump. Alors Trump, c'est une bénédiction pour l'Union européenne. Il mérite le prix Charlemagne.
on est d'accord, continue il n'aura aussi, peut-être pas le prix Nobel, mais ça a été un deuxième électrochoc. Déjà, le premier mandat de Trump aurait dû quand même être une leçon pour tout le monde. Rien ne s'est passé pendant ces 4 ans. Il revient, et là, on refait les mêmes mécanismes, alors un peu plus sérieusement quand même, mais en étant toujours coincé dans la même dépendance. Bien sûr. On l'a vu sur le Groenland, les Danois qui achètent des F-35, c'est pas sérieux. Le fait de dépendre maintenant du GNL américain, l'OTAN où cette centrale d'achat, on dit c'est 5%, sinon c'est fini, et moi j'arrête, c'est 5%. On obéit systématiquement. Et c'est pour ça que tous ceux qui, de manière sincère, veulent défendre la souveraineté de la France, l'autonomie de l'Europe, c'est pas être fédéraliste européen que de penser que les Européens devraient défendre ensemble leurs intérêts et réduire leur dépendance aux autres pôles de puissance. Ils devraient, à mon sens, faire tout pour que la France soit beaucoup plus en soutien à l'Ukraine pour faire plier la Russie, empêcher les Américains de vendre l'Ukraine à la découpe. Les patriotes, les gaullistes, ou ceux qui s'en réclament, devraient tous être pour que la France tienne une ligne beaucoup plus ferme sur l'Ukraine, tienne tête à la Russie aussi. Pourquoi ? Parce que la meilleure manière de finir de convaincre nos partenaires comme les Polonais, les Baltes, les Suédois, de l'autonomie stratégique européenne, mais justement, c'est aussi que la France monte la voie. Il y a des initiatives. Par exemple, protéger le ciel ukrainien. Sky Shield. Sky Shield. Pourquoi c'est pas encore fait ? Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, ce qui bloque, ce sont exactement les mêmes choses qui ont fait qu'on n'a pas tout de suite livré massivement des armements à l'Ukraine, où on nous disait, y compris certains, on va dire, de la sphère dissidente, Galacteros, Didier Maisto, Idriss Aberkan, que ce serait la Troisième Guerre mondiale, même Villepin qui disait ce genre de bêtises. On parle de protéger le ciel ukrainien, on ne parle pas de frappe dans la longueur. Ouais, pour expliquer la rationalité, c'est qu'on nous disait, oui, livrer des canons à la Russie, c'est de la co-belligérance. À l'Ukraine. À l'Ukraine, bien sûr, merci. D'ailleurs, Aberkan qui me dit qu'en droit international, c'est de la co-belligérance. Le terme de co-belligérance n'existe pas en droit, donc il faudra revoir ces manuels. Mais eh bien, la logique qui fait qu'on ne fait pas Sky Shield, c'est la même que celle qui a prévalu quand on n'osait pas livrer des Mirages, donc les avions, ou des Chars Léopard 2, ou des missiles longue portée. On se disait, c'est trop escalatoire. Alors qu'au contraire... c'est quand même pas escalatoire d'avoir des mesures de protection du ciel ukrainien. On n'est pas là dans l'offensive, on est dans la défensive en plus. Donc pourquoi c'est pas ça ? Pourquoi c'est pas fait aujourd'hui ? Ça éviterait d'avoir les infrastructures civiles bombardées. En toute transparence, donc moi je parle à tous les bords politiques différents, du RN, alors LFI veut pas, RN, socialiste, écologiste, LR ou actuelle majorité, s'il en reste une présidentielle. À chaque fois, je retrouve quand même l'idée de soit ça peut être l'engrenage qui va se déclencher vers la guerre, et ça leur fait peur, ou alors ils ont peur que l'opinion française soit contre, alors que 63% des Français, d'après un sondage, sont pour le projet Sky Shield. Et surtout, il y a aussi l'idée de ne pas provoquer la Russie. Mais comment ça provoquerait je comprends pas. Parce qu'autant des mesures avec des missiles sur la longueur, ça oui, là on est dans l'escalatoire. Mais sur le Sky Shield, je comprends pas cette logique-là de dire que ça va être un pas vers l'escalade. On est il y a une vraie hypocrisie par rapport au soutien à l'Ukraine. Je ne pensais pas qu'on serait d'accord là-dessus. Non, mais si, parce que moi je ne comprends pas que ce soit pas fait depuis longtemps en fait, en disant là on a des mesures défensives, on a les moyens de le faire. Oui, on a les moyens de le faire. Les Anglais qui sont là, les Français, les Allemands, on a suffisamment d'armements qui peuvent sécuriser le ciel. Voilà, par exemple, quelques rafales suffiraient à intercepter des centaines de drones au canon, donc on n'envoie pas des missiles à 1 million la pièce. Ça n'est pas escalatoire de le faire, c'est juste au passage appliquer la charte de l'ONU qui nous permet et nous encourage à le faire, à protéger ses civils. On le fait pas pour l'instant. L'engagement de l'OTAN de manière officielle, en quelque sorte. Non, parce qu'en plus on peut le faire de manière bilatérale. La France seule, en toute autonomie, peut le faire. Il y a aussi l'idée du toi d'abord, quelque part d'ailleurs. Ouais. D'un côté, on aimerait que la France soit première en tout, mais on attend de se mettre derrière les autres, comme d'habitude. Et si on le fait pas, vraiment, c'est l'idée que c'est trop dangereux. Non, vraiment, c'est moins dangereux d'aller abattre, Mitterrand aurait appelé ça des choses inertes, des drones et des missiles, oui, voilà, on parle de ça, que de donner des Césars qui tuent des soldats russes. C'est pour ça que je comprends pas. Faisons-le. Et moi, j'invite vraiment... Alors, c'est au président de la République de prendre cette décision, mais que nos élus, au Sénat, à l'Assemblée, au Parlement européen, poussent pour que la France engage l'initiative Sky Shield de déployer sa Rafale. Il y a eu un événement l'an dernier, il y a quand même beaucoup j'ai pris la parole, de voix, un député d'ailleurs qui est à l'initiative aussi. Donc quand même, il n'y a pas d'écho au niveau exécutif. Je suis optimiste sur le fait que ça va finir par arriver,
mais j'aimerais que ça arrive, premièrement, maintenant. Et deuxièmement, qu'on le fasse sans qu'il soit trop tard pour le faire. C'est-à-dire qu'on le fasse avant que ce soit le moment où les Américains et les Russes nous tordraient le bras pour imposer à l'Ukraine une pseudo-paix injuste et dangereuse. Il faut le faire maintenant pour être à l'initiative. On parle d'Europe puissance. On l'a un peu fait en envoyant des soldats au Groenland pour dire stop à Trump. Eh bien, l'Europe puissance, c'est peut-être d'agir directement en Ukraine. Ouais, sauf que là, C'est du une gaullisme guerre en chaude, action. c'est autre chose. Ouais. Mais c'est du gaullisme en action. C'est ce que De Gaulle aurait appelé le levier d'Archimède, l'Europe comme multiplicateur de puissance. Eh bien, on peut faire ça en Ukraine. Non, on le fait pas. Eh bien, faisons-le. C'est assez étonnant de voir. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un soutien assez hypocrite parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on attend de voir jusqu'où ça peut tenir. Là, on a la preuve que les civils ukrainiens souffrent puisque les infrastructures sont ciblées. C'est un crime de guerre, on est d'accord. De toute façon, oui, mais ça fait partie aussi de la stratégie russe de dire on va pousser au fait qu'il n'y a plus le choix, maintenant il faut négocier. Et puis vous le dites très bien, le risque, c'est que les Russes et les Américains s'entendent. Est-ce que les Européens comptent quand même ou est-ce qu'ils sont vraiment en dehors de tout et qu'on les regarde de loin en disant bon, amusez-vous, mais là, vous n'êtes pas engagés de toute façon, donc ça sert à rien. On compte pour deux choses. La première, c'est que le seul fait qu'on soit à la table et pas au menu, selon la formule diplomatique consacrée, ça nous a permis d'éviter à chaque fois un fait accompli. Mais est-ce qu'on est vraiment à la table ? Oui, on est à la table quand, par exemple... Enfin, déjà... Quand je dis on, est-ce qu'il s'agit des Français, enfin de la coalition des volontaires, ou est-ce que l'Union européenne a un poids dans les négociations ? Dans les faits, c'est surtout au niveau coalition des volontaires, parce que voilà, pour des raisons institutionnelles... Je pense que la Commission compte pas. Oui, d'ailleurs, c'est pas son rôle. Autant moi, je suis pour que l'Union européenne aille beaucoup plus loin sur des questions de défense commune et détachée de l'OTAN. Autant, en attendant, il faut respecter la lettre des traités. Von der Leyen n'a pas à s'inventer un rôle de présidente européenne qui n'est pas la sienne. Ce qu'elle est en train de faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques en ce moment à son compte. Je parlais à un commissaire européen, par exemple, qui lui est beaucoup plus légitime sur son domaine de compétences. Mais lui soulignait que oui, en attendant, on peut faire évoluer les traités, mais il ne faut pas non plus les tordre dans tous les sens pour que l'Union européenne s'invente un rôle diplomatique si elle n'en a pas la légitimité. J'aimerais qu'elle en ait un, mais pour l'instant, elle ne l'a pas. Pour en revenir aux Européens, quand Russes et Américains s'entendent sur donc, un plan de paix qui récompense dans les faits l'agression russe, et que les Européens interviennent, eh bien ce plan de paix va totalement déraillé. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que les Russes n'y croyaient même pas, parce que maintenant, ils n'y font même plus référence. Et de la même manière... ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui systématiquement s'appuient sur les Européens pour ne pas être, se faire tordre le bras par les Américains. Et ils savent aussi qu'aujourd'hui l'aide, elle est européenne. C'est l'Europe qui fait que la Russie n'arrive pas à faire s'effondrer l'Ukraine. Trump a désengagé quand même massivement les États-Unis par rapport à ce qu'était Biden. Et donc, on sait par exemple que le président a envoyé son conseiller Emmanuel Beaune discuter à Moscou. Donc Macron, soi-disant va-t-en-guerre, dont je reprochais la pusillanimité au début du dossier ukrainien, il tente de garder des voies de négociation avec les Russes, mais en sachant très bien que pour l'instant, c'est pas ce qui va arriver. Et surtout parce que les Russes, ça fait 30 ans maintenant qu'on comprend qu'ils ne veulent pas dialoguer avec nous parce qu'ils estiment que les Européens ne peuvent être des partenaires que dans la soumission. Et là encore, pour tous ceux qui nous disent, y compris les Xavier Moreau, Caroline Galateros, ou même des gens plus mainstream comme Pascal Boniface ou John Mearsheimer, nous disent qu'on a provoqué la Russie. Non, c'est eux qui ne voulaient pas discuter avec des pays comme la France. Ils se fichent de nous. Mais à quelle époque ? Parce qu'il y a quand même eu Boris Eltsine, il y a eu Poutine qui arrive et qui était au G8. La Russie était membre du G7, ça s'appelait le G8. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on dit non, finalement, on ne va pas discuter ? Le fait que la Russie soit montrée de plus en plus agressive. Je prends un exemple. On dit sans arrêt que l'une des raisons pour laquelle la Russie a envahi l'Ukraine, c'est à cause de l'extension de l'OTAN. On est en train d'inventer un rôle de prophète à des gens comme John Mearsheimer d'ailleurs, qui disait lui-même que non, la Russie va pas envahir l'Ukraine, et maintenant il nous explique pourquoi il l'a fait. Poutine en 2002, et là encore, chacun pourra retrouver les sources. Poutine en 2002 dit quoi sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Qu'elle a le droit. Poutine dit l'Ukraine est une nation souveraine. Maintenant, il dit que c'est pas un vrai pays. Elle a le choix de ses alliances. Mais lui, il voulait aussi que la Russie rejoigne l'OTAN.
Et bien dans cette période, et ça explique justement le pourquoi est-ce que tout ça n'a pas eu lieu, on se rend compte aussi que la Russie ne conçoit sa relation avec l'Occident collectif, comme dit le Zapad, avec les Européens, les Américains, que dans l'idée qu'elle a son mot à dire sur la moitié de l'Europe. Elle veut bien entrer Les dans une anciens OTAN. satellites soviétiques. Voilà, elle veut bien entrer dans une Europe du moment où elle peut s'essuyer les pieds sur la souveraineté de la moitié de l'Europe. Nous, on avait un choix devant nous. Est-ce qu'on dit aux Russes ce qu'on a fait, donc non, vous n'avez pas à décider du sort de l'Ukraine ou des Roumains ou des Estoniens s'ils veulent nous rejoindre, surtout après avoir dit qu'ils avaient le droit de rejoindre l'OTAN et que ça les regardait. Ou alors on disait à la moitié de l'Europe, bon ben désolé, vous allez repasser sous la coupe de la Russie. D'ailleurs, ils auraient fait comme les Ukrainiens, ils auraient résisté. Donc on était dans une impasse où la Russie ne voulait pas accepter l'indépendance de la moitié de l'Europe. Et on nous reproche aujourd'hui d'avoir excité la bête russe en De lui facto, interdisant c'est ça. fait avec l'Union européenne. Mais ce qui fait que Ouais. l'Union européenne, maintenant, a un tropisme quand même de tous ces pays qui ont une psychologie particulière avec la Russie, de proximité, d'histoire, que les Français n'ont pas, que les Espagnols n'ont pas, que les Allemands ont en partie. Mais globalement, c'est pas du tout la même façon d'envisager la relation avec la Russie. Et d'ailleurs, on se rend compte que autant les Polonais, par exemple, mais pour des raisons historiques bien compréhensibles, se sont peut-être un peu trop reposés sur le partenariat exclusif avec les États-Unis. Et je vais très souvent en Pologne, ils commencent à se rendre compte que la France n'est pas totalement tort, mais force est de constater que les Polonais, les Baltes, les Roumains, que ce soit les experts ou l'opinion publique, ont été plus lucides que les Français. Encore une fois, on parlait des sources. Oui, mais encore une fois, c'est le rapport historique. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils n'ont pas la même vision du grand voisin. Absolument, mais encore une fois, quand nous, on disait, alors avant l'agression de la Géorgie, parce qu'on se foutait de la Transnistrie, etc. Mais non, mais Poutine ne va pas attaquer la Géorgie, ça c'est des fantasmes, bon, il finit par le faire. Juste après, d'ailleurs, en 2008, aussi. voilà, Tchétchénie, on disait, oui, bon, d'accord, les Russes ont exterminé un quart potentiellement de la population, mais ça se comprend, c'est un pays de bourrins, donc on excusait ces horreurs quand même, alors que les Ukrainiens se disaient, mais qu'est-ce qui nous attend? Et, Parce que les Ukrainiens attendaient ça. Il y avait certains. avant la Crimée, il y avait déjà cette peur-là. Non, c'est vraiment la fin des années 2000 où ils commencent à avoir un nouveau peur de la Russie, alors qu'à la base, ils étaient très ouverts à la coopération avec la Russie, au point ils ont quand même signé des accords avec la Russie où ils lui ont transféré des armes nucléaires, faut pas l'oublier. Bien sûr. Mais il y avait déjà des experts en Ukraine qui disaient, ouais, enfin, il y a des discours ultranationalistes en Russie qui sont minoritaires à l'époque, mais aujourd'hui sur le devant de la scène, qui s'en prennent à nous. Il ne faudrait pas qu'on finisse un jour comme les Tchétchènes. Et d'ailleurs, Doudaïev, qui était un des chefs indépendantistes tchétchènes, disait que l'Ukraine serait... la prochaine Tchétchénie. Voilà, et qu'elle serait le tombeau de l'impérialisme russe. Ça, l'histoire lui donnera raison ou pas. Mais oui, encore une fois, moi je vois juste que... Est-ce que des Caroline de Ateros, des Pascal Boniface, désolé de tous les mettre dans le même sac, des Idriss Aberkan, bon, j'essaierai un jour, tout le monde qui nous traite sans arrêt des Régis Le Sommier, des Jacques-Beau, tout ce que vous voulez, peuvent reconnaître par honnêteté intellectuelle, de 1, qui se sont trompés sur l'invasion de l'Ukraine, qui devait soi-disant jamais avoir lieu, de 2, qui se sont trompés sur l'impérialisme russe, et de 3, que les va-t-en-guerre faucons néoconservateurs que nous sommes avons eu raison sur ces 3 points où ils se sont même trompés. Et ça, j'attends le jour où ça arrivera. Moi, j'aimerais bien un débat avec tous ces gens-là, justement. Mais avec plaisir. Ce serait formidable. Voilà, que Sinterview me débloque et qu'on débatte, par exemple. Mais même ici, au monde moderne, moi, j'aimerais qu'on ait ce genre de débat. Vous trouvez ça normal ou justifié les sanctions de l'Union européenne contre Jacques Beau? Oui. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de la question de la censure ou autre, il a le droit de dire ce qu'il dit. Même si c'est absolument ignoble et dégueulasse, par exemple, ce que je souhaitais d'ailleurs exprimer au micro d'une autre personne, ces discours sur Boutcha, qui sont du révisionnisme, si ce n'est du négationnisme, s'agissant des massacres prouvés et authentifiés d'Ukrainiens par les Russes. La question, c'est surtout en fait leur lien avec la Russie. Pareil pour Xavier Moreau, bon, qui vit en Russie, etc. Il y a la question de son éventuel, j'ai bien éventuel, c'est pas à moi de juger, financement par la Russie. Bon, ben, l'Union européenne les sanctionne dans l'idée qu'ils agissent comme des agents. Voilà. Donc, de la même manière que j'aimerais qu'on fasse le ménage sur les gens qui roulent pour les Américains, pour l'Algérie, le Qatar, la Turquie, même certains, Meir Habib par exemple, qui défendaient plutôt Israël que la France, moi je suis pour que on fasse un petit peu le ménage, entre guillemets, par des... Il ne s'agit pas encore une fois de censurer des gens,
mais là, de c'est le cas, sanctionner. pour Jacques Beau, c'est de la censure. Enfin, c'est une sanction qui, Ouais. voilà, qui le prive de droit en tant que citoyen suisse. Alors, il n'est pas européen, mais Ouais. c'est quand même. Ouais, bah d'ailleurs, moi je serais très heureux de débattre aussi avec un Jacques Beau sans non plus prendre le melon, hein, Non, je veux non, dire, non, mais non. oui, moi je suis pour que quand il s'agit vraiment de servir les intérêts d'une puissance étrangère hostile, et même pas forcément hostile, hein, ça Oui, pourrait non, être, non. si vous êtes corrompu par l'Allemagne pour planter le SCAF ou le MGCS, Ou je les pense que centrales aussi. nucléaires. Oui, bah ça, voilà, on sait que les Allemands se sont attaqués à nos intérêts, et on sait aussi que les Russes et l'URSS avant la Fédération de Russie ont financé des associations écolo contre le nucléaire. Donc, Non, non, bien sûr, la personne n'est dupe. hmm, Vous êtes allé en Russie? non, pas encore eu dire ce plaisir entre guillemets. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, je remarque aussi que, évidemment, de ceux qui disent oui, ben pourquoi t'es pas au front en Ukraine, Non, je etc. parle pas du fond, je parle Ouais. juste d'aller dans le pays pour voir un peu. Moi, j'y irais volontiers. Là, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie d'y passer 20 ans et à l'ombre. Mais par exemple, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui était à la base très russophile culturellement, euh, en me rendant compte aussi avec les années que beaucoup de choses qu'on pense être russes sont aussi ukrainiennes. Comme ça, l'Ukraine, pour son malheur, n'aura pu montrer l'étendue de son génie culturel qu'après avoir été envahi et massacré par un pays qui veut la détruire. Euh, Moi, vraiment, j'attends le jour où la Russie tournera la page de tout ce qu'elle fait aujourd'hui. J'ai intitulé mon dernier livre, qui a été traduit en polonais, La Russie de Poutine contre l'Occident, la Russie de Poutine, parce que je garde l'espoir infime, mais heureux ceux qui y croient, que la Russie aurait pu être comme l'Ukraine ou l'Estonie euh, dans les années 90, qu'elle aurait pu devenir une démocratie. Je pense pas que c'est dans les gènes des Russes d'être soumis à la dictature, mais que là, on est parti pour longtemps d'une Russie qui, même si Poutine devait prendre du thé empoisonné ou tomber du 20e étage demain, la Russie, Oui, après, il y aura une guerre ouais, de succession qui ouais, sera de toute façon assez terrible. entre des gens qui sont parfois plus radicaux que Poutine lui-même. Mais moi, je suis dans l'espoir qu'un jour, la Russie tournera la page de son impérialisme, qu'un jour, on sera partenaire. Vraiment. Et j'ai hâte de pouvoir aller visiter le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, dans une Russie débarrassée du poutinisme et des démons de son passé. Mais pour ça, il faut qu'elle se casse les dents en Ukraine, qu'elle comprenne que Si on pouvait l'impérialisme... limiter les dégâts, parce que ça fait quand même beaucoup de morts. Oui, ça fait... mais sauf que les Ukrainiens, quand vous leur parlez, ils veulent arrêter aussi. Ben, bien sûr. Mais sauf qu'ils savent que s'ils arrêtent de se battre, l'Ukraine est finie. Ben, elle Donc, sera séparée entre Russes et Américains, ce que vous disiez. ouais, ou même exploitée par les deux pays. Sauf que les Ukrainiens savent qu'ils vont souffrir s'ils continuent la guerre. Et Mais ils vous savent êtes allé que en c'est- Ukraine aussi? Ben, j'y vais bientôt pour faire de l'humanitaire. Et sur le fait de parler à des Ukrainiens là-bas, eux veulent arrêter cette guerre, mais eux savent aussi que le prix qu'ils vont payer avec des victimes supplémentaires chaque jour, c'est aussi la seule manière pour que la Russie paye un prix suffisamment lourd pour, dans le meilleur des cas, qu'il y ait un changement politique et sociétal en Russie, que la Russie ouvre les yeux sur le fait qu'elle doit renoncer à l'Empire, et que le pouvoir de Poutine, un jour, peut-être, soit délégitimé. Et sinon, bon, ben, si la Russie ne change pas avant 20 ou 30 ans, c'est en Ukraine qu'il faut qu'elle paye un prix suffisamment lourd pour ne pas recommencer ailleurs. Ou pas que la Chine, par exemple, attaque Taïwan en se disant finalement, la Russie aura eu ce qu'elle veut en Ukraine, et ben on a la voie libre pour attaquer. C'est un peu ce qui semble se profiler quand on voit la stratégie de Trump à l'international. Une sorte de Yalta entre Chine, États-Unis et Russie. Ouais. En plus, quand on dit Yalta en parlant de l'Ukraine, Yalta c'était pour aider le sort de l'Allemagne, alors que l'Ukraine c'est pas l'Allemagne nazie, c'est notre allié. C'est ça qu'il y a de pire, c'est qu'on parle de donner un Yalta à l'agresseur. Mais voilà, encore une fois, quand Poutine, Trump, Xi Jinping voient le monde en zone d'influence, non, on ne peut pas voir l'Ukraine. Je pense à Nicolas Sarkozy qui disait que c'était un pont entre l'Europe et la Russie. Non, c'est un pays indépendant, pleinement européen. C'est pas à nous de transiger sur le sort de nations souveraines, et c'est pas à la Russie de dire que l'Ukraine doit être dans sa zone d'influence si elle ne le veut pas. Bah, c'est aux Ukrainiens. Ouais. Et pour le moment, on leur demande pas trop leur avis. Ben si, les Ukrainiens soutiennent encore pour l'instant le pouvoir en place. Ils manifestent quand Zelensky prend des décisions contestables sur la question des organes anticorruption. Mais les Ukrainiens, je parle énormément d'Ukrainiens,
ne veulent pas aujourd'hui, par exemple, faire des élections là tout de suite, alors que 20% du pays est occupé. Les Ukrainiens sont encore en soutien au président, et si Zelensky devait quitter le pouvoir demain, les Ukrainiens resteront unis dans la défense de leur pays. Ils sont, comme nous, la nation en armes, les soldats de l'an 2, ou plus tard l'Union sacrée. C'est aujourd'hui le cas en Ukraine. Merci beaucoup, Merci Aurélien Duchesne, d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on pourra en reparler prochainement parce que c'est intéressant justement d'avoir le temps de parler. Absolument. Sur LCI, vous avez quand même des émissions où c'est 5 minutes par 5 minutes. Oui, c'est plus difficile de dérouler. Et peut-être ai-je trop parlé ou monopolisé Non, la parole ici, c'était le but, c'était de vous entendre parce que justement, on ne laisse pas assez les gens parler. Et voilà, c'est important de pouvoir. Et donc, moi, je ne veux censurer personne. Je pense qu'il faut débattre avec tout le monde. Je tends la main à Thinkerview, par exemple, qui puisse nous débloquer et engager le dialogue. Merci pour ce débat, et surtout, de la même manière que moi, j'ai pu totalement changer ma vision sur la Russie, j'invite celles et ceux qui vous suivent et qui pourraient être plutôt réceptifs au récit russe, à faire comme moi, à lire toutes les sources et à peut-être se remettre en question. Justement, les sources, qu'est-ce que vous conseillez comme source sûre actuellement d'information ? Déjà, je conseille d'écouter ce que Poutine dit lui-même. Quand en 2002, il dit que l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN, et 20 ans plus tard, il dit l'inverse. Quand Poutine dit que l'Ukraine n'est pas un vrai pays, c'est ce qui me faisait penser qu'il l'envahirait. Je conseille aussi de regarder ce que font des gens comme Bruno Tertrais, par exemple, qui est un excellent analyste, on va dire, sur la question de ce qu'il appelle la guerre des mondes, de la rationalité des dirigeants russes, chinois ou autres. Et je conseille, par exemple, Nicolas Tenzer, provocation de ma part. Il lui est très engagé depuis des années contre l'impérialisme russe. Et faites-vous une idée sur Nicolas Tenzer, sur ses arguments, sur les faits qu'il soulève. Et ça, c'est un truc à faire parce que absolument. Au-delà de ces passages télévisuels. Mais d'ailleurs, qui est membre d'Eurocréative comme vous. Oui, il est au board entre guillemets d'Eurocréative. Vous pouvez aussi lire ce qu'on fait avec l'Eurocréative, évidemment. Merci encore. Merci à vous. Et bien, si vous avez aimé cette émission, vous pouvez mettre un pouce, la partager, et puis voilà, faites-vous un avis, allez voir les sources, et merci. À bientôt.